Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Charlotte, une passionnée d'économie sociale et d'entrepreneuriat. Elle souhaite lancer d'ici quelques temps sa propre ligne éditoriale de podcast pour valoriser les traditions et savoir-faire des territoires. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question ? C'est quoi le problème ? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Julie Dumas, j'ai été pâtissière dans différents restaurants pendant 8 ans et depuis fin 2019, suite à une reconversion, je suis psychosocio-esthéticienne indépendante en profession libérale et j'exerce en région parisienne. Donc la psychosocio-esthétique, elle permet de réaliser des soins esthétiques adaptés à des personnes fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique, psychique ou en détresse sociale. L'objectif, c'est de revaloriser l'image et l'estime de soi tout en apportant une sensation de bien-être global. La question. Comment se consacrer à un métier du care où on prend soin de l'humain ? Le vécu. Moi, j'ai été pâtissière dans de grands restaurants pendant presque 8 ans. J'étais passionnée par mon métier, ce qui fait que justement, j'ai mis du temps à arriver à prendre le recul nécessaire, à me dire que la passion n'était plus suffisante, que j'avais un vrai déséquilibre dans ma vie et que j'ai délaissé beaucoup trop de choses et de personnes pendant des années. J'enchaînais des semaines de 70 heures avec une pression pas possible, parce qu'il ne faut pas croire, mais la restauration en vrai, ce n'est pas comme dans Le Meilleur Pâtissier avec Cyril et Mercotte au monde des bisounours. Moi, pendant des années, j'ai subi et assisté à de la violence verbale et physique, des insultes, des saucières de caramel lancées en plein visage, des gifles pour un paquet de riz mal rangé dans l'économat, des collègues parfois à la limite de l'AVC, mais pour qui on n'appelait pas les pompiers parce que dans le restaurant ça aurait fait moche. Enfin bref, même si on la subit pas toujours, cette violence, quand on y assiste quasi quotidiennement, au bout d'un moment on a l'impression d'y participer. Et c'est surtout hyper décevant quand tu tires la sonnette d'alarme auprès d'un collègue qui vient de se faire littéralement broyer les parties génitales par le chef de cuisine gratuitement, qu'on l'entend hurler à l'autre bout de la chambre froide, et que tu vas le voir en lui disant là tu sais que ça c'est de l'attouchement sexuel, que personne n'a le droit de te faire ça, que tu dois poser ton tablier et sortir de ce restaurant et aller porter plainte. Et le mec te répond mais non, on est chez les grands, il faut en passer par là pour grimper dans les bonnes maisons. Alors à force d'entendre ce genre de discours plombant, du machisme omniprésent, du manque de communication positive dans les cuisines, des semaines à rallonge payées au lance-pierre, du manque de reconnaissance, du corps et de l'esprit qui morflent à force, j'ai décidé de rendre mon tablier. Premier apprentissage. Sortir la tête du guidon. Pour prendre le recul nécessaire, j'ai quitté Paris, je suis repartie sur l'île où j'ai grandi, à La Réunion. J'ai fait le point sur ce que je ne voulais plus. J'avais ce truc en moi qui me poussait à aller vers un métier beaucoup plus humain où prendre soin des autres, donner du positif, accompagner des gens, les aider à se reconstruire et non pas les piétiner. J'ai été pendant plusieurs mois en pleine introspection. Je savais que j'avais envie d'être à mon compte et deux choix s'offraient à moi. Monter ma propre affaire en restant dans la restauration, un salon de thé-pâtisserie par exemple, ou prendre un virage à 180 degrés et changer complètement de métier, en sachant que si je faisais autre chose, j'avais envie d'aller vers le soin, vers un métier du care, comme on dit, parce que pour moi ça avait du sens. Et puis j'ai longuement discuté avec une amie à ma mère qui est ergothérapeute dans un service auprès de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et là on en arrive au deuxième apprentissage. Deuxième apprentissage.
se saisir des conseils de son entourage. Quand j'ai décrit à cette amie ce à quoi j'aspirais, un métier dans le soin, mais pas juste du soin esthétique, donner du bien-être à des gens qui en ont réellement besoin, des personnes malades par exemple, ne pas travailler dans un institut de beauté, mais intervenir dans des structures du médical, du médico-social, du social. Elle m'a dit mais tu sais, tout ce que tu me décris là, c'est un métier. Ça s'appelle la socio-esthétique et il y a des formations pour ça. Et suite à cette phrase, la machine était lancée. Pendant des jours, j'ai fait des recherches sur ce métier dont je n'avais jamais entendu parler et qui est encore assez peu connu. Donc en faisant mes recherches, j'ai trouvé 3 grandes écoles qui proposaient un diplôme d'État reconnu, dont une à Paris. Pour exercer ce métier, il fallait que j'aie des connaissances en psychologie générale, mais aussi en psychologie adaptée à l'oncologie, au vieillissement, au handicap. Il fallait que je sois aussi bien au point sur la biologie, le corps humain, et bien sûr que je connaisse et que j'ai pratiqué les techniques esthétiques, les massages, les soins adaptés au type de peau, etc. Cette école, elle me paraissait sérieuse, le contenu de formation semblait vraiment complet, et puis elle durait 13 mois. Ce qui me convenait, parce qu'en choisissant de faire une reconversion à presque 30 ans, je ne pouvais pas me permettre une reconversion longue pour une question financière. J'avais trouvé ma nouvelle vocation, mais il y avait toute une logistique derrière à mettre en place pour permettre cette reconversion. Et donc j'ai contacté une ancienne élève de cette école pour avoir son avis. Elle semblait ravie. J'ai aussi eu une formatrice pour avoir un complément d'information. Et puis j'ai fini par contacter la directrice. Un mois plus tard, j'avais un entretien sur Skype et j'étais rapidement rappelée pour me dire que j'avais été sélectionnée. Donc après un an de pause à La Réunion, de bouleversement, de longues et utiles réflexions, je rentrais à Paris pour me rasseoir pendant 13 mois sur les bancs de l'école et faire des stages riches en apprentissage sur le terrain. J'ai travaillé en centre d'hébergement d'urgence pour femmes et enfants, en centre d'accueil de jour Alzheimer et en service de chimiothérapie dans une clinique. 3e apprentissage. Provoquer les rencontres. J'ai fait le choix d'être mon propre patron, mais je suis assez lucide parce que je sais que de base, je n'ai pas forcément l'âme d'un entrepreneur. C'est pas dans ma nature, ce n'est pas inné chez moi. Et j'ai dû, et je continue, à devoir me faire un peu violence par moments. Comme exemple, je vais prendre le travail de démarchage. Au début, j'avais tendance à me cacher derrière mon ordinateur, à rester bien au chaud dans mon petit appartement, à me dire qu'en inondant les structures de mail avec un CV et un flyer bien travaillé, ça allait le faire, que le boulot allait arriver. Alors oui, ça peut des fois être fructueux, mais c'est loin d'être suffisant. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée rencontrer des gens, taper aux portes des structures, me présenter. J'ai été et je suis toujours à l'affût de tous les événements où je peux rencontrer du monde, échanger sur mon métier, glisser une carte de visite au passage. J'essaie de faire jouer mon réseau, le réseau de mes proches, de vraiment créer du lien. Dans mon métier, je suis vraiment dans la rencontre et l'échange. Alors, dans mon travail de démarchage, il faut que ce soit pareil. Et puis la personne en face de moi, je pense, préférera 1000 fois me rencontrer en vrai, voir mon dynamisme dans ma gestuelle et ma façon de communiquer, que de recevoir un mail qui finira peut-être des fois à la corbeille sans même avoir été lu. J'ai mis un petit peu de temps à être dans cette démarche de provoquer les rencontres et aller au-devant. Mais aujourd'hui, je sais que ça porte ses fruits. 4e apprentissage. Ne pas hésiter à se servir de toutes ses compétences et de sa double casquette quand c'est possible. Quand on a plusieurs cordes à son arc, moi je pense qu'il faut s'en servir. Alors au tout début, je me demandais moi dans quelle mesure je pouvais concilier psychosocio-esthétique et pâtisserie. Quelles propositions je pouvais faire aux structures dans lesquelles j'allais intervenir en intégrant les deux. Puis en y réfléchissant, je ne voyais pas trop, j'avais tendance à me dire que si je me lançais là-dedans, personne n'allait rien y comprendre, que ça n'avait pas vraiment de sens,
que les personnes en face de moi allaient surtout être perdues en se demandant elle est psycho-socio-esthéticienne ou elle est pâtissière. Du coup, pendant quelques temps, j'avais un peu écarté cette idée. Puis en fait, au fil des rencontres, le combo pâtisserie socio-esthétique s'est imposé de lui-même. Par exemple, j'ai la présidente d'une asso qui s'occupe de personnes Asperger, qui en voyant mon CV m'a demandé si en plus de mes ateliers de socio-esthétique, je ne voulais pas aussi proposer des ateliers de pâtisserie en faisant en sorte de sensibiliser les personnes Asperger au bien manger. Ensuite, j'ai eu une proposition un peu similaire pour intervenir auprès de femmes qui ont un cancer et là aussi proposer des ateliers de socio-esthétique mais aussi des ateliers culinaires du style le bien-être est dans l'assiette, avec des recettes de pâtisserie sans sucre ajouté, sans gluten. Et donc finalement, j'ai trouvé un sens en mélangeant mes deux métiers. Le bien-être passe par les soins, mais aussi par la façon dont on s'alimente. Et je me suis aussi rendu compte que quand je me présente, souvent les gens en face de moi sont très intrigués par mon double cursus et ce virage à 180 degrés que j'ai pris. Et donc, il faut en faire une force de cette double casquette. 5e apprentissage. Se connaître et varier ses interventions et les publics avec lesquels on travaille. En me connaissant, je sais du coup vers quel public m'orienter et aussi avec lesquels je ne me sens pas capable de travailler. Il y a certaines psychosocio-esthéticiennes, par exemple, qui ne feront peut-être pas de cancérologie ou de soins palliatifs, parce que ce sont des services où on est souvent confronté à la mort. On sait qu'on ne reverra peut-être pas certains patients la semaine suivante. Lors de mes premiers jours de stage en service de chimiothérapie, je suis rentrée chez moi complètement bouleversée. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour apporter des réponses et du réconfort à tous ces patients en traitement. La cancérologie, c'est pointu. Tel traitement va engendrer tel effet secondaire. Et en fonction, il faut être en mesure de proposer des solutions adaptées pour soulager au maximum le patient. Ça m'a beaucoup perturbée au départ et puis au bout de quelques semaines, j'avais revu ma copie, je me suis sentie plus à l'aise, plus à ma place, j'ai compris tout ce que je pouvais leur apporter. J'ai continué à enrichir mes connaissances en allant potasser des bouquins, en cherchant sur Internet, en échangeant avec les médecins et les infirmières. Et aujourd'hui, je sais que pour moi, la cancérologie, c'est OK. Et même si c'est un métier où j'accompagne forcément des personnes qui sont en souffrance physique ou psychologique, je peux aussi, dans mes interventions, trouver des fois plus de légèreté, parfois même bien rigoler. Les ateliers collectifs, c'est souvent des moments qui sont plus conviviaux que les prises en charge et les accompagnements individuels. Ils se déroulent dans la bonne humeur et dans la joie. C'est des moments où on crée vraiment du lien social. Par exemple, j'interviens en service, en accueil de jour Alzheimer. Et puis un jour, lors d'un atelier, je leur proposais un soin du visage où on fabriquait un masque au chocolat. Et puis les participants devaient se l'appliquer en binôme. Et j'ai une dame qui est à un stade assez avancé de la maladie d'Alzheimer, qui est très dans son monde, qui n'est plus vraiment en capacité de communiquer avec l'extérieur. Et cette dame, après s'être fait appliquer le masque au chocolat, elle s'est regardée dans le miroir et puis elle a éclaté de rire. Elle s'est mise à faire le pitre devant tout le monde parce qu'elle trouvait ça très drôle de se retrouver peinturlurée de la sorte. Et puis voilà, tout le monde s'est mis à rire, tout le monde s'est mis à en jouer et c'était vraiment un chouette moment. Conseil pour gagner du temps. Se faire un tableau de relance, par exemple. Moi, je me suis fait un tableau dans lequel je note toutes les structures que j'ai contactées, à quelle date les relancer si je n'ai pas eu de retour, les rendez-vous si j'ai réussi à en avoir un. Je relance 2 fois maximum et je perds pas mon temps si je sens bien que ça ne marchera pas. Voilà, pour moi, gagner du temps, c'est vraiment être carré et organisé. Conseil pour gagner de l'énergie.
Eh ben, je dirais en faisant les choses au fur et à mesure. Moi, par exemple, je sais que j'ai une légère tendance à la procrastination. Je repousse à plus tard les choses que j'ai pas bien envie de faire et qui m'angoissent. Mais au final, ces choses, je sais que je devrais de toute façon les faire et ça me stresse encore plus d'y penser et d'attendre, d'accumuler. Et je sais que ça me mange beaucoup d'énergie d'être dans ces états-là. L'autre question. Eh ben, je crois qu'on est nombreux à se poser la même. Comment sera l'après-confinement ? Oui, parce qu'on enregistre ce podcast en pleine épidémie du Covid-19. Un mois déjà que nous sommes confinés, que j'ai dû mettre mon activité en stand-by complet, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs, que tous mes rendez-vous ont été annulés et que certaines interventions sont reportées à plus tard. Donc l'avenir, il est assez incertain. Mais je reste positive. Au niveau économique, il va y avoir des dégâts, mais on est aussi tous pleins de ressources pour trouver des solutions, s'en sortir, aller de l'avant et rebondir. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes.